téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Au Niger, depuis un certain temps, plusieurs difficultés surgissent chaque année dans le cadre de l'organisation du 5e pilier de l'islam, notamment le Hajj et la Oumara. Ainsi, pour pallier à ces préoccupations, la direction de cabinet du Premier ministre organise ce forum national de 2 jours sur le thème Organisation du Hajj et de Oumara à l'ère du numérique, dont l'objectif est de toucher du doigt les problématiques liées à la question du Hajj et de Oumara. Excellence, Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de vous remercier d'abord d'avoir initié le présent forum destiné à passer au peigne fin toute la problématique de l'organisation du Hajj et de la Oumra dans notre pays. Votre objectif est d'en finir définitivement avec les problèmes récurrents qui minent l'organisation du Hajj et de la Oumra au Niger. En effet, par arrêté numéro 214 PM du 1er décembre 2022, vous avez créé un comité chargé d'organiser le présent forum sur le Hajj et la Oumra. Le comité a travaillé d'arrache-pied pour produire un support autour de 2 thématiques centrales. La première porte sur la digitalisation de l'organisation du Hajj et de la Oumra, et la deuxième est axée sur le diagnostic et les perspectives de l'organisation du Hajj et de la Oumra au Niger, en s'appuyant sur les sous-thèmes suivants: transport, hébergement, encadrement et restauration. Ce comité a travaillé de façon inclusive avec la participation de tous les acteurs du Hajj, à savoir les ministères et structures de l'État concernés, le COHO, les agences du Hajj et de la Oumra. Soucieux d'instituer et de promouvoir la bonne gouvernance telle que prévue dans sa politique générale, le Premier ministre, chef du gouvernement, est revenu sur les défis. Le diagnostic de la situation relative à l'organisation du pèlerinage à la Mecque des pèlerins nigériens est aisé, tant les problèmes et les échecs sont à la une des journaux et des réseaux sociaux à chaque édition. Sans aller à l'exhaustivité de la liste, on peut citer le non-embarquement des candidats au pèlerinage ayant accompli toutes les formalités, l'incertitude des programmes de vol à l'aller comme au retour, les difficultés d'enregistrement en ligne sur le logiciel GAO, le nombre élevé des agences de voyage, le détournement de fonds de certains candidats au Hajj par des promoteurs d'agences peu scrupuleux, la mauvaise qualité du logement ou un logement
très loin des lieux du culte, la mauvaise qualité de la restauration, le retard de l'acheminement des bagages, voire la perte des bagages au retour, l'insuffisance, voire l'absence d'encadrement par certaines agences. Pourtant, les pèlerins paient le prix fort où tout est prévu, calculé et chiffré, y compris une marge bénéficiaire confortable pour les agences. Au lieu d'être une source de bénédiction et de joie pour les pèlerins, le Hajj est devenu pour eux un véritable calvaire. Au lieu d'être une opportunité d'entraide pour leurs citoyens, le Hajj est devenu une source de gros profits pour les promoteurs d'agences de voyage, de plus en plus nombreux et moins scrupuleux, désireux de réaliser des marges supplémentaires sur les charges raisonnablement calculées. Ce forum ne doit pas être une foire d'empoigne pour défendre par tous les moyens des intérêts corporatistes ou professionnels, a expliqué aussi le Premier ministre dans son discours d'ouverture. Pour le Hajj 2023, le Niger a bénéficié d'un quota de 15 891 pèlerins, sans restriction d'âge, soit le double de celui qui nous a été alloué l'année dernière. Avec le doublement du quota, nous devons nous attendre à de nouvelles difficultés dans l'organisation. Il faut donc se préparer. En conséquence, pour faire face à ces difficultés éventuelles, il faut développer une grande capacité d'anticipation pour le succès du pèlerinage et éviter que nos concitoyens qui se sont acquittés de tous les frais ne puissent pas effectuer leur Hajj ou l'effectuer dans de mauvaises conditions. Le présent forum a vocation à proposer des pistes d'action pour améliorer l'efficacité de l'organisation du Hajj et de la Umrah. Il nous faut absolument sortir des sentiers battus. Ce forum ne doit pas être un forum de plus. Il ne doit pas être une foire d'empoigne pour défendre par tous les moyens des intérêts corporatistes ou professionnels. Il ne doit pas être un lieu de règlement de comptes. Il doit être un espace pour diagnostiquer les causes du mal et lui apporter les réponses appropriées. Le Premier ministre chef du gouvernement, M. Oumoudou Mahamadou, a invité tous les acteurs de l'organisation du Hajj et de Umrah à louer un esprit de maturité pour que ce forum soit un espace d'échange constructif pour une meilleure réussite de l'organisation du Hajj et de la Umrah de cette année et ceux des années à venir. Ay magti Aïssatou yaye yugo kindi duno gaise ergo fore inde kayne de bere ay ko makan ay mare kay mare ikoy dai safar kodo anay ka haw handu fo banda amare atebi kodi magasi ne fatte ekol ay babe maye gayyeti ekol dan dine da ekol dan hambara gai nafa kurazan kai goga wo da ile boy nim sai woda irkoi wadu ne ai do sana ai babu fone san bukanin yamai anai da handicapé ekol wara e goga don nan tiri potassium gorno kan akkana isi zamai gubara akkana isi À l'école Madina 1, un des 3 centres de recrutement de Yana. Il a que cette année, environ 750 élèves et les filles représentent plus de la moitié de l'effectif.
Abdul Aziz Daouda, élève âgé de 13 ans, se réjouit de retourner à l'école. J'ai repris le chemin de l'école depuis 2019. Les enseignants nous enseignent bien. Ils nous préparent les repas. Je me sens bien à l'école parce que j'ai repris le cours, je peux lire et je peux écrire. Madina 1. Ce centre de regroupement dispose du personnel nécessaire pour son fonctionnement, selon Lawali Mahamadou, directeur du centre. Nous avons 14 enseignants, donc dont 12 femmes et 2 hommes. Les salles de classe, nous avons 6 classes en matériaux définitifs et 7 en paillotes. La cantine nous a vraiment donné un espoir dans la fréquentation scolaire dans ce centre de regroupement. Les autorités nigériennes ont prévu la construction d'une vingtaine de centres de regroupement dans la région de Tillabéri. Cependant, 7 sont actuellement actifs, dont 2 à Abala, 2 à Ayaru et 3 à Walab. Au niveau de Tillabéri, l'année passée, nous avons créé 29 centres. Et malheureusement, les 29 centres n'ont pas tous fonctionné. Il n'y avait que 3 qui ont fonctionné en plein régime. Alors cette année, on a un peu changé de fusil d'épaule et on a réduit le nombre de centres à 21. Et sur les 21 centres, nous avons les 3 centres de Walam, toujours qui sont en plein fonctionnement aujourd'hui. Le maire de Walam, Abdul Karim Moussa, explique que la commune a réagi promptement en mettant à la disposition des personnes déplacées et de leurs enfants un site d'hébergement. C'était en juillet 2020, avec le problème sécuritaire au niveau de Banibongo, des communes rurales de Banibongo et de Kiundi, que les populations là se sont déplacées pour venir ici. C'était 18 villages, donc en majorité des enfants et des femmes. Ces enfants, ils ont quitté l'école. Maintenant, il faut penser à les récupérer, les ramener à l'école. Donc c'est sur cette base que le centre a été créé. La commune a pris les dispositions en mettant le terrain à disposition de se déplacer et de ses enfants. Adam Bagé, une mère de 4 enfants, native du village de Ngaba, a fui l'insécurité pour se réfugier à Walam. Elle a saisi cette occasion pour réinscrire ses enfants à l'école. Dans les zones de Tillabéri, où les écoles sont fermées pour cause d'insécurité, la création de ces centres de regroupement est une alternative pour que les enfants de déplacés puissent continuer leur cursus scolaire. Utilisés depuis des générations, les médicaments de la médecine traditionnelle, racines, tiges, feuilles et fleurs, pour soigner les maladies. La médecine traditionnelle qui joue un rôle majeur est pratiquée dans le but de préserver la santé et ou de prévenir et traiter les maladies. Ces médicaments traditionnels sont abordables et faciles à trouver, surtout dans les zones rurales. Mais depuis un certain temps, plusieurs de ces médicaments deviennent de plus en plus rares sur les marchés. Nous traitons beaucoup de maladies à travers des plantes, comme on appelle ça en germain métaouéino, et aussi l'infection. Il y a plusieurs cas d'infection aussi que nous traitons. Et diabète, nous traitons aussi hépatite et estomac. Nous mélangeons certaines plantes qui vont ensemble et avec l'aide de Dieu aussi, Inch'Allah. Ce que je peux dire en tant que praticien, ce n'est pas le fait que de prendre les médicaments qui sont amers, qui provoquent les problèmes rénaux. Mais le fait de le consommer chaque matin, chaque soir, abusivement là, c'est ça qui amène les problèmes rénaux et d'autres maladies encore. Certains médicaments sont en voie de disparition, c'est vrai, mais ce qui provoque ça, ce qui fait que d'autres plantes se disparaissent. Il y a ceux qui enlèvent les plantes dans la brousse qui nous amènent. Certains ne savent pas comment les enlever. Même les arbres, il y a plusieurs manières d'enlever la plante. Ceux qui nous amènent ne savent pas comment enlever ça.
Donc c'est ce qui fait que s'il y a certains endroits, on ne trouve pas certains médicaments. Au fur et à mesure on prend, ça disparaît. Et aussi, il y a la pluviométrie. Parfois, il y a certains arbres que l'eau ne tombe pas dans une saison, ça ne tombe pas bien, on n'aura pas certaines plantes dans cet endroit-là. Malgré le retour de la population vers la médecine moderne, le coût des prix élevés de ces médicaments devient difficile pour la population, surtout rurale, de s'en procurer. D'où le recours sans cesse aux médicaments traditionnels qui sont abordables et reconnus depuis plusieurs décennies pour leur vertu dans les traitements et prévention des maladies. Et depuis un certain moment, on constate des vols organisés dans la ville de Niamey, des vols qualifiés et souvent des vols à l'arraché, et ça et là. Et donc moi je pense que la cause première, elle est d'ordre général, c'est le chômage, parce qu'aujourd'hui je pense que toute personne qui a le minimum ne doit se permettre de voler certaines choses ou arracher des téléphones jours et nuits. Donc il y a le problème du chômage qui est là, la jeunesse est au chômage et malheureusement le manque d'éducation, parce que le chômage ne doit pas être une raison solide pour aller voler. Je pense qu'il y a la mauvaise éducation que les gens n'ont pas reçue à la maison. Au-delà de ça, il faut reconnaître que les autorités compétentes ne sont pas en train de faire une répartition juste et équitable des ressources du pays, parce qu'aujourd'hui, vous constatez, ça y est là, avec un budget de plus de 3 000 milliards et que 70% de la jeunesse est au chômage, vraiment je pense que cela peut contribuer à la délinquance que nous sommes en train de vivre dans la ville de Niamey et aussi dans les grandes villes du Niger. Les solutions qu'on peut tirer, je pense que déjà la police nationale, les FDS en général sont en train de continuer à protéger la population jour et nuit. Je leur lance un vibrant témoignage, nous les félicitons et nous les encourageons. Mais mieux, nous appelons aux autorités administratives de bien vouloir améliorer, de bien vouloir professionnaliser le système. Parce que si vous partez un peu à côté, ici au Ghana, sur chaque rond-point, tu vas trouver un poste de police, ne serait-ce qu'une petite guérite de 4 mètres ou 10 mètres carrés sur lequel il y a un poste de police. Nous regardons la télé, à chaque fois en Europe, lorsqu'il y a je sais pas, un cas de vol ou de sinistre, on lance un appel en moins de 5 minutes, la police est là. Ce n'est pas diable, ce n'est pas des hélicoptères qu'ils utilisent, mais c'est une police de proximité. Si sur chaque rond-point, il y a une petite guérite, la façon dont la police circulation est présente le jour, si la police nationale était présente ainsi la nuit, je pense qu'on allait amoindrir les conséquences. Moi, je pense que le problème pour éradiquer ce phénomène, c'est de créer des emplois. De créer les emplois par rapport aux jeunes, parce que actuellement, ce sont les jeunes qui sont à la base de ce phénomène. Ils attaquent et il y a aussi l'éducation des parents qui joue un jeu très important par rapport à ça. Vous voyez, lorsque l'éducation de l'enfant n'est pas bien à la maison là-bas, l'enfant se permet de faire du n'importe quoi. L'enfant n'est pas bien, les parents ne s'occupent pas bien de leurs enfants, ce qui crée ce genre de vagabondage et de banditisme. Je dirais à la population de se mobiliser. Lorsque quelqu'un est en danger, qu'il appelle au secours, cette population doit se manifester pour venir secourir ceux qui sont en danger. Et par rapport aussi, je lance un appel aussi à la police qui devrait faire leur travail, se promener dans les quartiers et, comme on appelle, à travers la patrouille, de bien se promener dans les quartiers qui ne sont pas allumés par les voies. Parce que quand il n'y a pas de la lumière et qu'il y a le noir, c'est ce qui aussi favorise aussi le banditisme. Ne pas s'arrêter seulement sur les goudrons et dire que nous sommes en train de faire la patrouille. Non, le banditisme ne se passe pas sur le goudron. Le banditisme, c'est ici dans les quartiers. Nos voisins qui ont pris honnêtement leur destin en main pour pouvoir résoudre ces problèmes, ça est en train de donner, on ne va pas dire que c'est fini, c'est totalement fini, mais quand même on sait qu'il y a déjà des pistes de solutions. Et aujourd'hui le Niger, quoi qu'on dise, on constate que les gens ou l'autorité se donnent
n'est-ce pas, la peine de gérer ces problèmes, mais on ne voit pas le concret. Quand vous prenez les coopérations militaires qu'on observe à travers les replis des troupes militaires françaises de partout sur notre territoire, je pense que avec cela, il est inadmissible que le citoyen lambda nigérien constate que malgré l'armada militaire sur notre territoire, que la sécurité puisse continuer. Je pense qu'il faut une politique réelle, qu'il soit sur le plan international que le plan national. On demande à la population de coopérer et tout ce qui s'ensuit. Il n'y a pas de souci, je pense que les gens sont de bonne foi, mais que l'État nigérien doit recadrer la question là pour savoir ceux qui sont là. Téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.